fait beaucoup parler, hein, vous et moi, sur les réseaux sociaux. Vous êtes médecin de formation, spécialiste en anthropologie biologique, écologie humaine, épidémiologie de la nutrition et des maladies tropicales. Vous intéressez particulièrement aux populations pygmées du Cameroun. Vous nous avez permis d'avoir ce soir à vos côtés Fabrice Demeter. Vous êtes ethno-anthropologue. Vos thèmes de recherche, je le disais tout à l'heure dans le warm-up, sont l'anthropologie évolutive, l'origine de l'homme et les migrations humaines au cours du Pléistocène supérieur et au Néolithique en Asie du Sud-Est. Vous avez co-dirigé une équipe de recherche internationale qui a mis à jour le crâne le plus ancien homme moderne asiatique connu. Cette découverte exceptionnelle confirme l'ancienneté de la présence de l'homme moderne en Asie au-delà de 60 000 ans. Et ça a été publié dans une revue PNAS, c'est ça PNAS, exactement. Oui. Compte rendu de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique. C'était le 20 août 2012. C'était une première, 2 fossiles trouvés donc qui attestent d'une diversité humaine ancienne. Donc on voit quand même, mesdames et messieurs, que nos scientifiques sont plutôt ouverts à tout cela, vous voyez, et pas du tout fermés. Alors, moi, je voulais vous poser des questions. J'ai oublié de présenter, il y a François Demier qui nous a rejoint, le rédacteur en chef aussi de notre émission, puis Mathieu aussi. Je voulais vous poser une première question, vous allez me répondre. Tout à l'heure, dans le warm-up, j'en ai posé une, et quand on a une découverte comme celle qui est annoncée là, au Pérou, ces momies de Nazca, quand on est au musée de l'homme en France, c'est un musée qui compte, c'est quand même, vous êtes sur parmi les chercheurs les plus importants de la planète. Est-ce qu'il y a une agence qui envoie une information, comme nous, dans la presse, l'agence France-Presse, vous voyez ce qui veut dire qu'il envoie une information pour dire, attention, il y a une telle découverte, est-ce que ça vous intéresse de bosser dessus? Vous avez bossé en Asie. Comment ça se passe, en fait, Alain? Alors, il n'y a pas d'agence centralisée, il y a des découvertes, et Fabrice pourra en témoigner puisqu'il a été lui-même acteur d'une découverte. En science, ce qui compte, c'est l'esprit critique. Toute découverte extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. Et la légitimité qu'on a parlé de ça, c'est parce que c'est vrai qu'au Musée de l'Homme, on est un peu la référence en matière d'évolution humaine. Moi, je me suis occupé pendant des années d'un groupe d'études sur les momies. Donc, on sait de quoi on parle. Et donc, la science, ça se fait sans préjugés non plus. Vous avez peut-être entendu parler de ce crâne qui a été trouvé au Maroc récemment, qui faisait reculer l'âge de l'homme moderne à 300 000 ans. Et des découvertes en anthropologie, il y en a presque tous les semestres. Il y a des trucs vraiment extraordinaires. Donc, un scientifique va mettre à jour quelque chose. Ça fonctionne, la science, par les pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire les égaux, c'est-à-dire que toute découverte est validée par l'ensemble de la profession. Même quand vous soumettez un article à un journal, ce sont d'autres scientifiques qui vont lire en disant oui, c'est sérieux ou c'est pas sérieux. Donc on a des critères ensuite pour dire la validité. Et quand on nous soumet donc une découverte, eh ben on examine. En l'occurrence, là, on examine les scalaires, on examine les radios et on voit ce qu'il y a derrière. Donc c'est ça la démarche de la science. C'est pas de l'idéologie, c'est pas du préjugé. C'est de partir des faits et de les analyser. Fabrice, quand Alain vous a parlé de tout cela, vous avez pris la nouvelle comment? Est-ce qu'on est excité? Parce que, bon, Alain, vous avez peut-être parlé, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Sur la toile, ça fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, est-ce que vous aviez entendu parler de cette histoire avant même qu'on vous appelle? Vous aviez vu des choses passer? Non. Pas du tout, pas du tout. Non, pour ma part, c'est Alain qui m'en avait parlé. D'accord. Et j'étais effectivement très excité d'apprendre cette découverte. Moi, je suis moi-même très très ouvert, donc je serais premier content d'apprendre qu'on a eu des aliens qui ont visité la Terre auparavant. Et donc Alain m'a parlé de cette découverte et on s'est mis dessus. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui... c'est très important de le rappeler à tous ceux qui nous regardent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas contre la découverte de nouvelles espèces. C'est votre boulot, en fait, finalement. Donc c'est ça qui est intéressant. Absolument pas. Alors, est-ce que vous comprenez les passions qu'a déchaîné une telle histoire? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce qu'on a eu dans le passé, par exemple, des découvertes qui ont déchaîné autant les passions? Bon, dans le milieu scientifique, on est moins passionné certainement, mais évidemment on est toujours ouvert à la nouveauté. Une découverte qui avait été assez étonnante, c'est ce qu'on a appelé le Hobbit. Vous savez, en Indonésie, ce petit squelette, donc une espèce de pygmée, qui avait un crâne très archaïque qui ressemblait à un australopithèque, mais qui datait de l'époque de l'homme de Cro-Magnon. Donc ça a même suscité parfois le doute. Certains ont dit non, c'est pas un vrai homme fossile, c'est un squelette pathologique. Donc après, il y a un débat scientifique
pour interpréter la découverte. Et il s'est trouvé qu'effectivement, c'était une nouvelle espèce humaine. Donc des choses comme ça, on en connaît assez régulièrement. Et heureusement, c'est ce qui fait l'intérêt du métier de scientifique, hein. C'est de pouvoir intégrer dans les théories les nouveautés qui apparaissent. Est-ce qu'on est en anthropologie, quand on travaille sur ces nouvelles espèces, sur ces momies, etc., est-ce qu'on est en concurrence? Je veux dire, on voit bien, par exemple, sur le sida, il y a eu laboratoire français, laboratoire américain, ils se sont tirés la bourre parce qu'il y a beaucoup d'argent, etc. en jeu. Est-ce que c'est pareil dans les musées, aux quatre coins, en tout cas, ou entre chercheurs comme vous sur ce domaine? Il n'y a pas d'enjeu scientifique, mais il y a des enjeux de prestige, bien sûr. Puisqu'après, c'est les publications. Là, on a parlé des PNAS, donc c'est les proceedings de l'Académie des sciences américaines. Il n'y a rien de mieux que ça. Donc, tout le monde rêve d'une découverte qui pourrait être publiée dans les PNAS ou dans quelques autres journaux. Donc là, c'est pour le prestige du scientifique. Et après, les demandes de crédit qui peuvent aller derrière pour ces recherches. Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer que les chercheurs de l'autre côté, les Sud-Américains, espèrent eux aussi avoir des crédits? Parce que moi, ce que je trouve hallucinant dans cette affaire, je ne sais pas comment ça se passe, mais si demain, en France, on a une telle découverte, dans une grotte, on trouve... Et on se pose des questions si c'est terrestre, pas terrestre, etc. Qui vient en premier? Qui arrive? Les anthropologues, l'armée, les militaires? Parce qu'on oublie quand même... si c'est exogène, il peut y avoir des virus, il peut y avoir plein de choses autour de tout cela. Je sais pas, mais on sait que là, par exemple, la calotte glaciaire qui fond, on a peur que des virus ressortent et contaminent les humains. Qui vient en premier quand on a ce genre de découverte? Comme le disait Alain, pour être bien compris, pour que la découverte soit bien comprise, il faut la publier avant tout, c'est-à-dire avant de l'annoncer au grand public. D'accord. Donc la publier, publication officielle, c'est ça? Publication officielle dans les grands journaux, généralement. Donc ça peut prendre plusieurs mois à un an, voire plusieurs années même, temps de réunir toutes les informations et les analyser. On publie et ensuite on fait des conférences de presse. D'accord, donc là vous diriez que ça a été fait à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune publication. Oui. Vous avez vérifié d'ailleurs si il y a des publications en Amérique du Sud sur ce truc-là? Parce que la télé s'est emparée des sujets, il y a eu les spécialistes locaux qui ont fait des émissions, etc. Mais il n'y a pas eu de publication scientifique. Vous n'avez pas vu de publication scientifique. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça? C'est d'abord on publie? Ah oui, bien sûr. Et après on parle? Bien sûr. Il existe ce qu'on appelle un embargo sur la découverte jusqu'au jour de la publication. Une fois que, à la seconde près, une fois que c'est publié, c'est sorti, on peut en parler publiquement. Alors, autre question, parce qu'elle a été souvent posée. Est-ce que, sciemment, les autorités, là je vais faire dans le complot, voilà, peuvent, sur une telle découverte, tourner la tête, ne pas s'y intéresser, convaincre la communauté scientifique de ne pas s'y intéresser, parce que c'est trop touchy pour les croyances des uns et des autres, et que l'homme n'est pas assez préparé à une telle découverte? En matière d'anthropologie, c'est impossible. Parce que ça, c'est la liberté académique. Aucun gouvernement nous dicte les recherches qu'on doit faire. Là, tout scientifique qui voudrait publier cette découverte, je vais être un peu brutal, mais c'est un faux grossier, donc tout scientifique se ridiculiserait. C'est pour ça que ça n'a pas été publié, en fait. C'est parce que les scientifiques, évidemment, et ils sont nombreux, ont examiné les documents, ont vu la fabrication de ces faux, et donc l'histoire s'arrête là, en fait. Après, elle continue dans les médias, elle continue sur Internet, on comprend bien pourquoi, parce qu'il y a un intérêt légitime des gens pour ça, mais du point de vue strictement scientifique, une fois qu'on a bien analysé et démonté la structure de ces squelettes, eh ben, il n'y a aucune matière à publication. J'ai convié, je le rappelle, Thierry Jamin à venir ce soir. Mathieu, tu lui as envoyé un mail. Je lui ai envoyé un mail, je suis connecté, il était connecté tout à l'heure. Thierry est connecté actuellement sur Facebook, donc Thierry peut venir me faire un petit coucou, un petit mot, on se débrouillera pour l'avoir. Il est le bienvenu. Voilà, Demian, qui représente aussi Thierry en France, m'a dit, on l'a eu, on ne parlera pas tant qu'on n'aura pas les résultats des Britanniques. Est-ce que vous avez été au courant d'une cellule britannique qui travaillerait sur ces momies ou pas? Non, ce qu'on a vu, c'est donc des résultats d'ADN très partiels, des datations radiocarbone qui sont anciennes, qui sont faites sur des os anciens, visiblement, et puis des radios
et des scanners malheureusement illisibles. Alors on va justement dans quelques instants, et ce sera réservé à nos abonnés bien évidemment, essayer de comprendre les pièces que vous avez reçues, essayer d'analyser ces documents, même si vous le dites, ils sont pas des plus pertinents pour qu'on puisse avoir le fin mot de l'histoire. En tout cas, ceux que vous avez vous entre vos mains ne sont pas très probants en fait, c'est ça. Non, et parce qu'on a creusé un peu cette question, on a quand même trouvé beaucoup de vidéos sur Internet d'anatomistes et d'anthropologues qui démontrent bien la fabrication de ces poupées. Donc il y a un relatif consensus. Ça a été également discuté dans un des derniers congrès de momies. Il y a des congrès réguliers sur les momies où les congressistes, au vu de ce qui avait été diffusé, on dit bon, on voit bien que ça ne mérite pas publication. C'était clairement un faux. C'est triste à dire peut-être, mais... Mais alors comment vous expliquez, parce que dans quelques instants, on va diffuser la vidéo qu'on vous a montré de ce radiologue sud-américain qui dit avoir 35 ans d'expérience, etc., et qui lui est sûr de la véracité de cette momie. Alors comment on peut imaginer, c'est-à-dire qu'un scientifique, alors il y a les bons et les moins bons, j'imagine, c'est comme les bons et les mauvais chasseurs, vous voyez, on se rappelle du sketch des inconnus, mais il y a quand même, à un moment donné, un scientifique, un radiologue, il peut, enfin, je vois pas pourquoi il dirait n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est un faux scientifique? Non, pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas l'expérience de regarder des momies. Les scientifiques, enfin les médecins, travaillent sur du vivant. Là, on voit très bien dans la vidéo, il montre une fracture, il n'y a pas de fracture, c'est un os qui est coupé. Donc lui, il interprète ça comme une fracture, mais non, c'est un os qui a été scié pour faire une fausse articulation. Donc, s'il n'a pas l'expérience de la façon dont les momies sont fabriquées, on comprend. Moi, je pense qu'il y a trois catégories d'acteurs. Il y a les gens qui sont incompétents. Il y en a quelques-uns, bon, ils savent pas bien lire les radios, etc., ou ils ont des mauvais documents. Il y a ceux qui ont certainement été achetés, je pense, pour faire le buzz. Et puis il y a ceux qui, sincèrement, pensent parce qu'ils croient à cette histoire-là, donc ils mettent un petit peu leur objectivité de côté. D'accord. Et c'est ça qui complexifie un petit peu l'interprétation. On est dans la croyance, voilà. Et nous-mêmes, encore une fois, d'abord, on n'est pas de la vieille école, j'ai entendu ça. On a des techniques de pointe au muséum, les meilleures techniques, et puis on n'a aucun préjugé, bien sûr. Donc on n'a pas décidé comme ça qu'on allait aller vous voir en disant « Ah, mais ce truc-là est inventé » parce qu'on refuse d'y croire. Non, on examine les preuves et on considère que les preuves ne sont pas concluantes. C'est ça la démarche. Donc pour nous, en plus, on n'a aucun intérêt, ni financier, ni quoi que ce soit dans cette histoire. On est complètement objectif, on est libre. Je signale que je ne les paye pas pour qu'ils viennent. Donc, voilà, allez, on va faire un tour sur les réseaux sociaux parce que j'imagine que ça parle beaucoup. Sur l'Alien Project suite et fin, on l'a dit, on ne parlera plus de cette histoire. Ça a suffisamment provoqué et déchaîné de passion. On voulait juste avoir le retour de nos spécialistes, Alain Froment et Fabrice Demeter, qui sont là. Alors, on va diffuser la vidéo de 7 minutes. Alors, si vous voulez qu'on l'arrête, à un moment donné, on l'arrête. Pour dire, là, il y a un problème. Donc, les garçons, la régie, soyez bien attentifs. Alain et Fabrice pour arrêter le document pour qu'on puisse expliquer. Regardez, c'est Raimundo, donc un radiologue sud-américain, 35 ans d'expérience, qui parle sur cette vidéo. Alors là, Alain, vous vouliez qu'on arrête la vidéo? Oui, parce que là, donc notre collègue radiologue signale un os interrompu. Il dit c'est une fracture, mais ça n'est pas une fracture. C'est un os qui est coupé. On voit bien, vous voyez, dans un os, il y a une corticale, il y a une diaphyse, et puis après, il y a une épiphyse, qui est l'endroit où c'est articulé. Et cette épiphyse manque. Donc lui l'interprète comme pathologiste, comme une fracture, mais il n'y a pas le morceau manquant. Nous, on l'interprète comme un os qui a été coupé mécaniquement pour coller à une fausse articulation qui est en fait pas un emboîtement, mais deux os qui sont mis bout à bout. Oui, c'est grave quand même pour un radiologue, parce que moi, je balance pas ma jambe. Non, mais lui, oui, il montre que cet os est interrompu. De ce point de vue-là, on est tous d'accord, il a raison. Oui, sauf qu'il est cassé alors qu'il a été coupé. Voilà. D'accord. Et ça n'est donc pas une cause de mort. D'ailleurs, on ne meurt pas d'une fracture du bras. Il dit que c'est une cause de mort. Mais comment il a pu ne pas s'en rendre compte? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il dit quand même qu'on peut mourir d'une fracture du bras. Bon, il peut y avoir la gangrène, on peut toujours... Oui.
C'est vrai, non? Fracture ouverte, Oui, oui, fracture ouverte, mais là, ouais. c'est même pas une fracture ouverte, hein, c'est une interruption de la Donc diaphyse. pour vous, là, on voit que ça a été bricolé, de toute façon. Oui, c'est bricolé, bien sûr. D'accord. La suite de la vidéo. Alors, et Fabrice, là, sur la vidéo, on voit, il parle de 11 côtes, là. Il y a une anomalie, là, ou pas? Et je voudrais qu'on voit aussi, il y a des œufs à l'intérieur. En tout cas, tout le monde dit que c'est des œufs. C'est quoi? C'est des œufs? C'est des pierres? C'est quoi? Ça ressemble à des pierres. Hein, ce qu'il dit est intéressant aussi. Il parle d'articulation. En fait, il n'y a aucune articulation emboîtée. On le voit mieux sur le bassin, où on voit que le bassin est en fait posé sur 2 os longs, mais il n'y a pas un emboîtement comme chez l'homme où la tête de fémur pénètre dans le bassin et ça permet la rotation. Là, on a juste un bassin qui est posé sur 2 os longs. Donc c'est pas une vraie articulation. Et lui, notre collègue, donc comme si je comprends bien, là la momie, enfin l'homme ou le spécimen n'aurait pas pu marcher. Non, non, pas pu marcher. C'est un assemblage d'articulation. d'os longs collés en fait, mais pas articulés. Et lui ne voit apparemment pas que ce sont pas des articulations. Mais un radiologue peut se tromper à ce point-là? Mais là, c'est très éloigné de toute façon de ce qu'on voit dans un être humain. D'accord. Donc je pense qu'il n'a pas l'expérience d'autre chose que s'il voyait un enfant normal, bon, il interpréterait ça. Mais là, on n'est pas dans une anatomie qui est logique. Classique, oui. Voilà, qui peut fonctionner. Et de même, on voit que l'avant-bras, chez nous, pourquoi est-ce qu'il y a 2 os? C'est pour permettre les mouvements de... Voilà, parce que ça va croiser un moment. Sur cette créature, parce que ça a été créé, il y a un seul os. Donc déjà, il n'y a pas d'articulation ici, c'est 2 os bout à bout, donc le coude ne fonctionne pas. Et en plus, cette créature, elle ne pouvait pas faire ça. Elle était fixée comme ça, puisqu'il n'y a pas de système de rotation. Donc c'est bizarre. Comment est-ce que des gens qui auraient été des extraterrestres avec ça, pourraient fonctionner avec des bras raides comme ça? Alors, même si c'est pas extraterrestre et que c'est une ancienne civilisation, parce qu'il y a aussi cette hypothèse là, donc de la part avancée, de la part de l'équipe de Thierry Jamin, ça ne pourrait pas fonctionner. Non, en tout cas, humainement, ce n'est pas possible. Voilà, anatomiquement, ça ne marche pas. C'est ça. Donc voilà. Donc si vous vouliez faire un fake vous-même, vous auriez fait quelque chose de meilleur que ça? Non, on aurait pu faire pareil. Bon, on aurait pu, choisir peut-être des os un peu plus adaptés pour qu'ils rentrent les uns dans les autres. On aurait fait mieux, quand Mais même. oui, parce que c'est pas très bien fait en fait. C'est grossièrement fait. C'est très des grossièrement os fait, oui. d'animaux assemblés, probablement collés avec une espèce de bitume. Mais là, c'est là qu'on aurait voulu avoir un scanner, c'est pour voir la finesse de tout ce qui pourrait être ligamentaire qu'on ne verra pas puisqu'il n'y a pas de ligament, c'est des pseudo-articulations. Donc ça, on aurait très bien vu au scanner que c'est des fausses articulations. Donc c'est juste des os et il n'y a pas de chair et il y a tout de suite une pellicule par-dessus pour masquer en fait l'assemblage. Mais il n'y a pas... Et alors, du point de vue organe, on voit aucun organe non plus. On voit juste ces 3 masses opaques à l'intérieur, mais on voit pas ni cœur, ni poumon, c'est vide. D'accord. Et ça, on pourrait le voir. C'est-à-dire que dans une radio normale. Sur une radio, c'est pour ça qu'on fait des radios c'est de une cœur radio et de de momie, poumon. on peut voir le cœur et tout machin. Alors, bien sûr, quand les organes sont là, bon, souvent dans les momies, Mais il y a elle des peut choses qui vider, se la momie. retiennent. Oui, bien sûr. D'accord. Aussi. Oui. Ok. Forma falsa. Muy probablemente no sean mamíferos, porque no cuentan con o no se aprecia la superficie de la glándula mamaria en ninguna de las partes anatómicas probables o conocidas. Là, je voudrais juste attirer votre attention sur ce que dit le biologiste, là, visiblement, le spécialiste. Hein, il est chez lui, quoi. Enfin, est-ce qu'on tient une momie comme ça? Est-ce que, enfin, je sais pas, hein, mais il est dans son salon, là, visiblement, il a un drap, il fait des trucs, c'est comme ça. Ça me paraît tellement énorme, vous voyez ce que je veux dire C'est pas crédible. Oui, il y a un côté un peu, voilà, le mec il a des gants blancs, alors il est sûrement docteur, hein, ce monsieur, hein, puisque je ne remets pas en doute ses facultés médicales, mais quand même, quoi, il y a un côté, on a du mal à croire à tout cela, tant ça paraît amateur, vous voyez ce que je veux dire ça peut être, est-ce que il faut que j'enlève de mon esprit ce côté amateur, parce que même si c'était vrai, ça pourrait se passer comme ça? Non, là, il n'y a pas beaucoup de précautions prises, mais il dit des choses imaginaires aussi. Par exemple, il dit qu'il voit des tendons, on ne voit ni tendons, ni même système vasculaire, ni artères, ni veines, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on voit juste des os collés ensemble, assemblés. Alors, pas de glande mammaire, évidemment, puisqu'il n'y a pas de tégument. Il a un fond d'os enveloppé dans une matière qu'on n'a pas eu à analyser puisqu'on ne nous a pas fourni d'échantillons. Donc, évidemment, c'est une matière neutre. On ne pourrait pas voir de glande mammaire. Tout ce qui
tout ce qui a été humanoïde sur la Terre est conçu à peu près de la même façon. Alors, le plan d'organisation des vertébrés, oui, il est très constant. En fait, c'est déjà chez la mouche. Vous voyez, vous prenez un invertébré comme la mouche, vous avez une tête, un thorax, un abdomen, des pattes, des yeux, une bouche. Ça, c'est le plan de base. Donc après, les reptiles ont le même, ça vient des poissons. Les poissons, vous prenez un poisson, c'est comme un squelette humain, sauf qu'à la place des nageoires, il y a des bras et des jambes. Mais sinon, la colonne vertébrale est la même, les arêtes, ce sont nos côtes, et il y a ce système donc, qu'on appelle des métamères, c'est-à-dire des petits disques comme ça, des petites divisions. Chaque vertèbre et chaque côte est un morceau de métamère. Et donc ça, c'est un plan qui est commun à tous les vertébrés, bien sûr. Ouais. D'accord. Et souvent, 5 doigts. Le schéma à 5 doigts, comme les lézards, il a plusieurs centaines de millions d'années et on en a hérité de nos ancêtres. Il permet de mieux Oui, on aurait pu avoir 8 doigts ou 10 doigts, hein, mais bon, le schéma à 5 doigts, à un moment, s'est stabilisé et tout le monde en a hérité. On vous a posé, je me souviens la première fois, on vous aviez dit avec les 3 doigts, c'est pas possible. Oui, il y a les poules, elles peuvent mettre avec trois trucs là. Je sais pas comment on appelle ça, les ergots, je sais pas quoi. Oui, il y a quand même des ergots. C'est qu'elles ont le schéma. Après, il y a des évolutions. C'est comme le chameau, il marche sur 2 doigts, le cheval sur 1 doigt. Mais quand vous regardez le fœtus, ils ont bien leurs 5 doigts. Vous voyez, c'est une question d'embryologie derrière. D'accord. Alors on va continuer le visionnage de cette vidéo et puis on s'arrêtera là encore une fois sur des choses qui peuvent nous intéresser. Vous vouliez rajouter quelque chose là sur ce qu'on vient de voir? On voit bien que... Oui, ce qui est vraiment dérangeant, c'est vraiment les caractéristiques anatomiques de l'individu qu'on voit. On voit bien que le bassin est directement posé sur les jambes. Donc tel qu'il est présenté, il ne pouvait pas marcher. Donc pour un être qui est censé avoir 2 jambes, il est censé pouvoir se mouvoir, et là il était figé. Donc tel qu'il est là, ça ne tient pas à quoi. Pas d'articulation. D'accord, et ça c'est le principe même de la marche. Hein. Donc, à propos des œufs, si on fait une radiographie... de neuf de poule, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça. Alors, si on fait une simple radiographie comme ici, on verra aussi une masse opaque. Mais si on fait un scanner, on va aller à l'intérieur de l'œuf, puisqu'il y a par exemple des œufs fossiles de dinosaures qui ont été scannés, et on voit le petit embryon de dinosaure. Oui, il y a des trucs en des centaines de millions d'années. C'est pour ça qu'on voulait un scanner. Et c'est pas quelque chose de compliqué à faire un scanner. N'importe quel hôpital fait des scanners de qualité. Visiblement, il y en a eu qui ont été faits et ils n'ont pas été donnés avec les documents qu'on vous a transmis. C'est ça. Voilà, non. Donc, et vous pensez pourquoi il y a une vraie volonté pour vous de ne pas donner toute l'information? Je ne sais pas. Peut-être que Thierry lui-même n'a pas eu toute l'information. En tout cas, les documents qui ont été transmis n'étaient pas exploitables. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire? Il y a un doute, mais bon, moi je me contente de dire ça n'était pas exploitable. Quelles ont été les questions qui sont revenues le plus avant de retourner sur la vidéo, Mathieu? Je ne sais pas si on peut parler de questions qui revenaient régulièrement, parce qu'il y avait vraiment plein de questions différentes. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme première question? On a par exemple, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, hein, sur l'ADN et tout ça, je pense qu'on pourra en parler un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a une question qui est revenue plusieurs fois. Il y a Paul par exemple qui demandait, et si les documents sont de mauvaise qualité, comment faire des analyses de qualité? Donc ça a été problématique pour vous visiblement. Oui, c'est-à-dire que nous on attendait que ces créatures soient passées dans un scanner normal et qu'on ait les fichiers pour reconstituer la 3D, et comme on fait pour n'importe quelle momie par exemple, et comme ça on se balade à l'intérieur, sans avoir d'ailleurs à l'abîmer, puisque ce sont des images virtuelles, mais ça nous permet de reconstituer tous les organes, et de voir justement le détail des téguments, des articulations, et de tout ce qui est structure anatomique interne. Ça c'est une de vos spécialités, ça, Fabrice? Pas vraiment une de mes spécialités, mais c'est une technique que l'on utilise, d'ailleurs, Alain et moi, parce qu'on travaille ensemble sur un autre programme de reconstruction faciale, à partir d'un crâne osseux. Pour construire le visage, on travaille beaucoup sur des scanners du crâne. Donc on manipule ces données scanners. Et en l'occurrence, les documents qu'on a reçus, ce ne sont pas, comme le disait Alain, des scanners, ce sont des IRM. D'accord. Et les IRM, en l'occurrence, sur des momies, ne donnent aucun renseignement. D'accord. Voilà. Alors voilà, le principe de l'IRM, c'est une activation moléculaire à partir de l'eau. Donc sur un corps humain vivant ou un cadavre frais, il y a beaucoup d'eau, hein, il y a plus de 80% d'eau. Et donc on fait des IRM sur les malades
on voit très bien le cerveau, la substance grise, la substance blanche, tous les détails d'articulation, les capsules articulaires, les cartilages, tout ça c'est très bien quand il y a des tissus riches en eau. Sur des momies, par exemple égyptiennes, qui sont déjà desséchées, les images d'IRM sont très très médiocres. Et là où c'est encore plus sec, c'est pas un IRM qu'il faut faire, c'est un vrai scanner qui lui, par contre, est sur le principe du rayon X et pas de la résonance magnétique de l'eau. Donc sur un corps qui est complètement desséché, le scanner marche très bien, mais l'IRM ne peut pas marcher. D'accord. Et sinon, excusez-moi, si nous n'avons pas eu le scanner, nous avons eu par contre 4000 images de radiographie. Et là, qui montrent clairement comment les membres ont été constitués. Et on voit très bien que ce sont cet effet artisanalement. On va les montrer à l'antenne dans quelques instants. Justement, vous pourrez nous dire, là on voit que c'est ici ou là des choses qui sont un peu troublantes. On continue la vidéo et l'analyse de celle-ci. Sur la coupe qui est prise au niveau des avant-bras, normalement, donc si on avait un bras qui fonctionnait, qui peut tourner, on aurait 2 os. Et tous les mammifères et les reptiles ont 2 os à l'avant-bras. Pour pouvoir tourner. Bon, voilà, donc ça n'est même pas un schéma reptilien terrestre. Hein. Si on parle de reptilien, on parle d'espèces terrestres, on ne parle pas d'extraterrestres, on est d'accord. Donc les reptiles aussi ont 2 os à l'avant-bras, c'est comme ça. Et là, sur la coupe, on voit bien qu'il y a un seul os. D'accord. Donc ce n'est pas du tout un schéma reptilien, c'est un schéma fantaisiste. Vous voyez là, il y a une réalité. Est-ce que ce sont des vrais os? Est-ce que la tête, c'est une vraie tête, etc. Oui, c'est un montage à partir d'os de mammifères, même pas de reptiles, hein, c'est tout à fait typique des mammifères. Certains os sont immatures parce qu'ils ont encore les cartilages de conjugaison qui montrent que la croissance n'était pas finie. Mais des fois, sur le même individu, on peut avoir des os immatures et d'autres non. Et en ce qui concerne le crâne, donc c'est un crâne d'animal, on voit très bien que c'est une voûte crânienne, mais il n'y a plus de face, il n'y a plus de mandibule, donc il n'y a plus de dents, et il n'y a même plus d'articulation pour mastiquer. Ce genre de créature, on ne sait même pas comment ils pouvaient manger, parce qu'il n'y a pas de système pour avaler la nourriture et la broyer. Tout ça, ça a été fabriqué pour vous? C'est-à-dire qu'en fait, on a retiré volontairement la mâchoire? Oui, on a etc. pris un petit crâne, on l'a rebricolé, et on l'a posé sur alors un coup, et il y a 2 orifices curieusement à la base du crâne, donc déjà il y en a un de trop, et ce sont des orifices qui sont carrés. Or, dans tous les mammifères et tous les reptiles, le trou occipital il est rond. Donc là encore, alors vous pourriez me dire, comme c'est pas quelque chose de terrestre. Voilà. Mais n'empêche que le schéma, il est terrestre, hein, le schéma de 2 bras, 2 jambes, une tête avec 2 yeux, etc. Et ce qui est quand même curieux, c'est que on a, à partir donc d'os qui sont réellement pris dans la nature, fait un être qui est exactement le portrait d'E.T. C'est-à-dire qu'on a l'impression que E.T. ça a été le schéma lancé, donc un schéma imaginaire d'une œuvre de fiction, mais qui nous donne dans notre esprit l'image de ce que c'est qu'un extraterrestre. Et donc, il faut que si on trouve des extraterrestres, ils ressemblent à E.T. Donc ici, on a bricolé quelque chose qui visiblement ressemble beaucoup à E.T. Alors, là, il y a une vraie question, et là, c'est très important, parce que on peut imaginer que ces os sont vieux. Voilà, ils ont peut-être 1000 ans, 1500 ans, oui, 2000 sûr, ans. Oui. La vraie question, et ça, est-ce qu'on peut le dater, la fabrication de ces momies? Parce qu'on peut imaginer que ces momies, si elles ont été fabriquées il y a 2000 ans, c'est quand même étonnant. Parce que là, il n'y avait pas Spielberg. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas la représentation de l'alien. Et d'ailleurs, ça nous ramènerait à toutes ces sculptures que l'on a, ces figures à Nazca, vous savez, les grandes lignes avec, il y a des dessins qui ont été faits au sol avec 3 doigts, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut savoir par la science aujourd'hui quand est-ce que ça a été fabriqué? Ou juste on peut que dater les os en fait finalement? Alors les os, je pense qu'on peut les dater et probablement certains sont anciens puisque quand on regarde la momie d'adulte, c'est une vraie momie. Les dates radiocarbone qui donnent 1700 ans à peu près sont correctes. Hein, donc on voit que c'est simplement une momie qui a été mutilée, mais tout le squelette est humain, il n'y a aucun problème. Mais on ne sait pas si elle a été faite il y a 1700 ans. Oh, alors après, il faut être un petit peu raisonnable. C'est-à-dire que déjà, si les Péruviens ou les Précolombiens avaient l'habitude de mutiler leurs momies, il y en aurait d'autres. Donc,
Alors, le plus vraisemblable, c'est une manipulation récente, d'autant que la cuticule, en quelque sorte, le dépôt qui recouvre cette momie, on l'a jamais trouvé avant. Donc, c'est quelque chose qui a été fabriqué sur commande pour masquer, à mon avis, les mutilations. D'accord, cette poudre blanche, là, c'est ça? Oui, parce que d'habitude, et on a plusieurs momies de cette région-là au Musée de l'Homme, eh bien, on a la peau, c'est-à-dire que la peau est conservée. Vous avez les os, les muscles, et puis dessus, vous avez les peaux, avec souvent l'empreinte des textiles qui ont servi à enrober le cadavre. Et ici, c'est pas du tout le cas. Ici, on a ce produit qui a l'air minéral. Hein, oui, c'est minéral parce qu'il y a eu des enquêtes. Je crois qu'on en trouve en France, on en trouve quelque part. Donc, si ce sont des diatomées, par exemple, c'est un revêtement qu'on a mis post-mortem, évidemment. Est-ce que au Musée de l'Homme, vous avez des momies qui ressemblent étrangement à des extraterrestres? Avec des formes bizarres, avec des crânes allongés, avec des choses. Oui, c'est ça qui fascine le public. Quand vous tapez crâne d'alien sur Internet, vous allez voir des images de vrais crânes humains. Et d'ailleurs, la momie d'adulte a une déformation crânienne. Elle n'est pas extrême. Mais on a dans nos collections des déformations réellement extravagantes. Et pas seulement d'Amérique du Sud. Ça se faisait en Amérique du Nord, ça se faisait en Afrique centrale, ça se faisait même en France. Ah oui. Depuis les invasions mérovingiennes, on a dans certaines tombes des crânes extrêmement déformés. Et on sait très bien, on a d'ailleurs retrouvé les outils pour faire ça au Pérou. On a fait une petite vidéo qui montre comment ça marche. Il faut bander bien sûr le crâne du nourrisson pendant toute la croissance, donc c'est quelque chose de très contraignant et c'est déjà une contrainte mécanique. Mais on peut aboutir à des crânes extrêmement déformés et on les a mis dans une vitrine du musée. Donc tout le monde peut venir les voir, mais ce sont des crânes humains, il n'y a aucun doute. Fabrice, vous vouliez revenir sur le crâne? Oui, le crâne m'intéresse particulièrement. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo qui reprend cette analyse du crâne. En fait, je ne parle pas de la grande momie, mais pour les plus petites, donc ce serait un crâne de mammifère, vraisemblablement de chien, un petit chien, dont on aurait retourné le crâne. En fait, ce qu'on prend pour la face, ce serait l'arrière du crâne. La ligne nucale du chien, en fait, ça représenterait le torus qu'on a susorbitaire au-dessus des yeux. En fait, la face du crâne du chien se retrouverait à l'arrière de la tête des petites momies. Et ça, on voit très bien sur une radio parce qu'on voit à l'arrière du crâne d'une des petites momies une zone qui est très pneumatisée. Et cette zone pneumatisée, on la retrouve dans les sinus, dans la face. D'accord. Ce qui veut dire que la face se trouve à l'arrière du crâne, ce qui est anatomiquement inversé. Oui, parce que dans le visage de cette petite créature, il n'y a pas de face osseuse. Il n'y a pas d'os de la face. Nous, vous voyez, pour le nez, il y a un petit os, les os propres du nez, etc. Il y a les os des pommettes, etc. Mais là, cette face telle qu'elle est, avec ses grandes orbites et ses fentes palpébrales horizontales qui sont destinées à les faire ressembler à un reptile, c'est entièrement sculpté en matière molle qui n'apparaît pas à la radio. D'accord. Par contre, on voit très bien à la radio la voûte crânienne et ce qu'on appelle les rochers, c'est-à-dire là derrière les tympans, ce qui contient toute l'oreille interne. D'accord. On continue à disséquer cette vidéo. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo de 7 minutes. Donc pour vous, elle ne révèle que info. En tout cas pour vous, sur vos analyses, ça peut pas être vrai tout cela. Donc c'est très intéressant. Il était normal que l'on revienne là-dessus. Alors je propose maintenant, Fabrice, parce que c'est vous qui avez dans votre ordinateur que vous avez emmené les documents reçus par l'Alien Project. Alors on va faire une petite pause et juste après on évoquera ces documents. C'est près de 4000. Alors Fabrice, les documents que vous avez dans votre bécane, ce sont ceux que nous avons reçus et qui ont été envoyés en juillet par l'équipe de l'Alien Project. Excité, j'imagine, au début, en se disant, voilà, j'ai près de 4000 pièces. Un peu déçu quand on a regardé, c'est ça? Un petit peu déçu parce que au préalable, Alain m'avait un peu chauffé, m'a dit oui, il y a des CT scanners. Il était chaud, alors attention, il y a de la momie là. Il y a des scanners, donc on va vraiment pouvoir voir l'intérieur des momies, ça va être super, vas-y, regarde ce que tu peux en faire. Alors j'ai ouvert ce fichier, 4000 documents, effectivement. 90% sont des images JPEG, donc ce sont des images prises des gens qui intervenaient sur les momies elles-mêmes. Ouais. Des images d'environnement, des images de radiographie, et à peu près 10% ce sont des images un peu exploitables, notamment 3 IRM, censés appartenir à 3 individus différents, et en fait il se trouve que ce sont les 3 mêmes IRM. C'est le même fichier qu'on nous a passé.
en donnant un label différent, autrement. C'est pas normal. C'est pas normal, j'en conviens. Alors cet IRM, on va le voir à l'écran. Le voici. Voilà. Donc là, on voit l'individu qui est en position allongée. Hein. Ouais. On voit bien. Donc en fait, ça, c'est l'IRM finalement de la petite momie qu'on a vue dans le film. Hein. C'est ça, Josefina ou Alberto, hein, c'est ça. C'est ça, de la petite momie. Voilà. Donc, voilà. Et donc ça ne peut rien apporter scientifiquement parlant. Absolument rien, puisque là, on ne voit qu'un volume et tous les organes ont la même densité, donc apparaissent tous au même niveau à l'écran. D'accord. Ça fait donc un peu œuvre de Giacometti. Pardon ? Ça fait un peu œuvre de Giacometti. Oui, c'est ça. Donc la bullshit, quoi, en fait, c'est ça. Oui, c'est-à-dire pour aller à l'intérieur de la momie, comme le suggérait Alain tout à l'heure, en fait, on s'amuserait à enlever les couches successives, hein, et là, on peut pas parce qu'elles ont toutes la même densité. Mais par contre, je me suis amusé à faire ça, on y arrive pas très bien, mais un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du crâne. Ouais. Et à l'intérieur du crâne, on voit ici une masse, là. Le truc blanc, là, c'est ça ? Le truc blanc ici qui prend appui sur la partie intérieure gauche de la boîte crânienne et qui ne prend plus appui sur la partie droite. Ouais. Ici, là, on voit bien, il y a une coupure. Alors ça me fait vraiment penser à une sorte de liquide comme de la paraffine qu'on aurait pu mettre dans le crâne pour venir consolider les parties qu'on aurait trafiquées. D'accord. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est tout ce qu'on peut dire d'après cette IRM. Ça aurait joué le rôle de la colle, quoi. En fait, ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ah oui, donc ça, c'est pas très bon. Donc là, on voit qu'il y a montage, finalement. En même temps, si on a pris une tête de chien qu'on les met à l'envers, il a bien fallu la faire tenir quelque part et avec de la colle, parce que sinon, ça serait tombé. Et alors, je me suis longtemps posé la question avec Alain, pourquoi on nous a pas passé de scanner ? Simplement parce qu'on aurait vu la supercherie flagrante. Tandis que là, avec un IRM, bon, on peut se dire, bon, on ne voit que le volume, hein, c'est vrai, bon, ça peut ressembler à une momie qu'on n'a jamais vue, mais bon. C'est assez marrant d'ailleurs qu'on vous ait pas envoyé les scanners, parce que visiblement toute l'équipe envoie ça aux quatre coins du monde. Aux États-Unis, on nous dit, les Américains, les Britanniques sont tous au courant de tout, ils ont des scanners et tout machin. Et ceux qui pensent que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de réalité, ne reçoivent pas les bons éléments. C'est assez bizarre quand même. Enfin, je dis ça, je dis rien. Si je peux prendre la parole au nom de certaines personnes qui veulent y croire, et on les respecte totalement, il n'y a aucun souci. Peut-être qu'ils vont vous dire, ouais, mais là on voit pas qu'il y a de la colle, on voit juste qu'il y a 2 traces, et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un liquide, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a de la colle ou un truc comme ça ? Cette masse qui n'existe pas dans les boîtes crâniennes normal. Habituellement. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui a été ajouté. Voilà, quelle que soit la substance, ça a été ajouté. Ça a été ajouté. Et vous pensez, vous, par déduction, que ça aurait pu être la paraffine qui aurait permis le collage de l'ensemble. Si on estime que la face se retrouve vraiment à l'arrière du crâne, si on a un peu compressé pour qu'on ne voit pas la mandibule, qu'on ne voit plus du tout là, il fallait certainement consolider cet ensemble-là. Là, on voit de toute façon... Sur le document que vous nous avez montré, il n'y a pas de mâchoire, il n'y a rien. Il y a tout est fermé. Non, on voit rien. On voit rien là. Non. Donc là, au niveau du menton, tout ça, enfin, il n'y a pas de bouche, vous voulez dire ça ? Non, il n'y a pas de bouche. Non, il n'y a pas de bouche. Il y a eu un accident de voiture. Oui, c'est non, ça. il n'y a pas de bouche. Moi, ça m'irait bien. Je serais un peu moins gros, mais On t'entendrait plus. Il n'y a pas de mandibule, il n'y a pas de partie mobile. Oui. Dans ce que je disais tout à l'heure, l'arrière donc la face. Ouais. Donc je vais mettre plutôt de face, qu'on se rende bien compte. donc ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait le crâne du chien est inversé, en fait, c'est ça. Oui, voilà. Et ça, c'est l'arrière, en fait. Donc les Ça, orbites sont ici, là, voilà. Voilà. Au-dessus, on a ce qu'on appelle chez les humains le torus susorbitaire, ce qui est au-dessus des orbites. Ouais. En fait, ici, ce serait la crête nucale Du chien. Voilà. Donc on aurait l'arrière du crâne du chien pour la face de l'individu ici. D'accord. Et comme disait Bob, là on n'est pas en direct, donc mais j'entends les questions et j'imagine parce qu'on les lit sur Internet. Et je crois que tu l'as un petit peu posé cette question tout à l'heure, Bob. S'il s'agit d'une espèce qu'on ne connaît absolument pas, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit peut-être d'un crâne de chien ou de chat ? Alors, on retrouve des structures anatomiques de mammifères. Elles sont bricolées, mais on est parti bel et bien
d'un os réel. Et on voit très bien à la radio qu'il y a le tissu spongieux entre deux corticales. Donc tout ça sont des os, il y a aucun problème. Mais ils ont été manipulés. La déception, évidemment, nous qui nous attendions à un scanner, c'est de ne pas avoir pu rentrer à l'intérieur du corps pour le visiter. Donc effectivement, là on a une masse opaque assez grossière aussi comme image. C'est-à-dire que les épaisseurs de coupe sont trop fortes. Donc on est resté sur notre faim. Alors évidemment, si on avait un très bon scanner, on pourrait mieux analyser la chose et démonter la façon dont il a été fabriqué. Mais on ne nous a pas permis d'avoir les éléments qui auraient pu le faire. C'est ça. Donc c'est pas très encourageant pour cette découverte qui devait révolutionner l'humanité. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose? Il y a plusieurs personnes qui vous ont reproché sur la toile de ne pas être allé là-bas justement pour analyser ces momies. On a David, par exemple, tout à l'heure pendant le live en accès gratuit, qui disait donner son avis sur des photos et à la télé, ça vaut rien. Il n'y a qu'une solution, aller sur place et examiner ces momies. Bob, tu l'as expliqué tout à l'heure. On vous a proposé d'aller là-bas, mais c'était genre 3 jours avant, et puis vous aviez d'autres choses de prévues. Enfin, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à y aller pour analyser, ou est-ce que là vous êtes rendu compte peut-être qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt? Est-ce que vous serez prêt à y aller? Moi, je veux bien y aller, mais ça serait pour faire des prélèvements, par exemple, sur la cuticule, pour analyser un petit peu l'extérieur. Ce qui est important dans le diagnostic, c'est le scanner. Et ce scanner, il n'y a pas besoin d'aller sur place. D'ailleurs, sur place, on verra pas, puisque c'est la radiologie, donc en 3D, en entrant à l'intérieur, voilà. Donc c'est même pas la question d'aller voir le spécimen, c'est la question d'avoir une bonne image radiologique. Oui, il suffirait de ça. Et c'est un fichier, bon, c'est des fichiers volumineux, mais qu'on peut expédier aux 4 coins de la planète. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'une visite physique. Il faut un bon scanner, et on n'a pas eu le bon scanner, donc soit on n'a pas eu de chance, soit il y a une volonté, effectivement, à pas nous donner les vrais éléments, parce que ça serait effectivement une façon de bien démonter le... Peut-être lancer un appel, comme on voit le bon scanner. C'est ce que j'allais dire, tout simplement. Que parmi ceux qui ont soutenu le projet Alien Project, il y a des abonnés. Énormément. Donc si nous on n'a plus de contact, moi j'ai plus de contact avec eux, voilà, mais en tout cas toi tu en as encore, pour vous, demander finalement à ce qu'on nous envoie un scanner et on le transmettra au musée de l'Homme. On aura cette imagerie, cette 3D finalement qui nous permettra de rentrer à l'intérieur et qui nous donnera le fin mot de l'histoire, mais peut-être effectivement que ça va être compliqué à avoir. En tout cas, il y aura peut-être une volonté. François. Dans ce genre de découverte, quelle est l'importance du lieu où on trouve les pièces? C'est important ou c'est pas... par exemple, ce que vous avez trouvé en Asie, est-ce que l'endroit où ça a été trouvé, vous étudiez aussi le... Non, bien sûr, le contexte archéologique dans lequel on trouve toute découverte est faite, très important, parce que ça nous permet de recontextualiser vraiment l'objet ou le corps que l'on trouve, le fossile qu'on trouve. On n'a toujours pas trouvé l'endroit, on ne sait toujours pas où c'est, quoi. Non, ça nous permet de dater les sédiments, savoir quand il a été inhumé ou pas, voir s'il y a des objets culturels qui ont été inhumés avec ces momies, par exemple. Ça, on ne le sait pas. Alors, on va bientôt clôturer cette émission, parce que je crois qu'on en a fait un peu le tour, là. Juste, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai reçu une vidéo, il faut qu'on l'analyse. On dit que Mario, qui aurait été à l'origine de la découverte, était entendu par la justice, aurait lui-même annoncé que tout cela était faux. Donc il faut qu'on voit cette vidéo, qu'on regarde, qu'on analyse, qu'on la fasse traduire, parce que c'est de l'espagnol, et on verra bien ce qu'il en est véritablement. Il y a Martin qui nous avait posé cette question tout à l'heure et qui va regarder ce replay, qui nous demandait, il dit pour les spécialistes, alors c'est pour vous deux, vous savez, Thierry Jamin capitalise sur 1% d'ADN inconnu. C'est vraiment le truc, il y a 1%, on ne connaît pas ce pourcentage. Donc peut-être que. Est-ce que c'est fréquent qu'il y ait une part d'ADN qui ne puisse pas être catégorisée? Non, mais je crois qu'il faut rectifier les choses. C'est pas 1% d'ADN inconnu. C'est 1% qui peut être dû à des erreurs de laboratoire. C'est pas qu'il est inconnu. Il n'a pas été identifié comme. Oui, il n'a pas été identifié comme étant inconnu, cet ADN. C'est très important ce que vous dites là, parce que tout le monde interprète ça de toute façon. Non, mais c'est extrêmement bien dit dans le rapport du généticien qui a fait l'analyse. D'accord. Ah oui, mais ça change tout. Ah ça change absolument tout là. D'aujourd'hui. Non, c'est pas 1% inconnu. Sur la toile, s'accroche à ce pourcent en disant oui, mais il y a 1% qui est inconnu. Donc déjà, c'est la marge d'erreur qu'il peut y avoir. Il peut y avoir sur mon ADN, par exemple, cette marge d'erreur aussi. Si le généticien estime que les conditions dans lesquelles il a fait le prélèvement ou l'analyse
Voilà, c'est D'accord. voilà. C'est comme le désinfectant qui désinfecte à 99,9%. Quoi. Enfin, on a un petit Ça ne peu veut pas dire, il dit absolument pas dans ce rapport, c'est 1% d'ADN est inconnu. On le connaît pas. Non, non, c'est pas ce qu'il la dit. marge d'erreur. Voilà, c'est ça. Vous allez jouer. Merci mille fois parce que ça nous a permis en tout cas de vous proposer à vous qui êtes abonnés à cette chaîne unique en son genre, et bien voilà le fin mot de l'histoire en tout cas de notre côté. Maintenant, j'imagine que l'histoire va encore parcourir des mois et des mois la toile et les méandres de celle-ci, mais quoi qu'il en soit, nous ce sera voilà, c'était un point final qu'on avait mis à cet Alien Project. Merci Mathieu. Merci Bob, merci à tout le monde. François d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Anthony et Nicolas qui sont à la régie, Dan qui est à la technique, à Milcar qui nous a également donné son point de vue là-dessus. Merci à Joe pour le site internet, à Steven pour le graphisme. Merci à tous ceux qui participent.